Bienvenue à toutes et à tous. On est très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire qui est consacré au cahier SECPA. On est en compagnie d'Audrey Karoubi et Agathe Mallaré qui sont les co-auteurs de ces cahiers. Alors, Agathe Mallaré, elle est professeure de lycée professionnel en biotechnologie, santé et environnement et elle enseigne actuellement en atelier HAS. Et Audrey Karoubi, elle est professeure des écoles spécialisées et directrice adjointe chargée de SECPA. Donc, elles vont vous raconter durant leur présentation leur parcours, ce qui les a amenés à créer ces cahiers, un petit peu la jeunesse de ce projet. Elles vont vous présenter des exemples concrets qui sont tirés de leur expérience et aussi vous partager les solutions qu'elles ont trouvées, leur démarche pédagogique qui est à l'œuvre dans ces cahiers. Et après leur présentation, vous aurez un temps d'échange où vous pourrez leur poser vos questions, faire part aussi, peut-être partager aussi votre expérience. Et pour ça, vous pouvez utiliser l'outil questions et réponses qui est en bas de votre écran quand vous placez le curseur en bas. Vous pouvez envoyer vos questions et vos remarques pendant la présentation. Vous avez aussi l'outil de discussion que vous pouvez également utiliser toujours pour ce temps d'échange. Et puis sinon, sachez que ce webinaire sera enregistré. Il sera disponible sur notre chaîne YouTube et sur notre site. Et il y aura un mail qui sera envoyé à toutes les personnes intéressées par ce sujet avec un lien pour aller voir le replay, le partager aussi si vous avez des collègues qui peuvent pas être disponibles aujourd'hui, mais qui sont intéressés par le sujet. Voilà, je laisse la parole à Agathe et à Audrey et n'hésitez pas donc à utiliser les outils dont je vous ai parlé pendant la présentation. Bonjour à tous, hein, merci de nous connecter. Alors, on va commencer par se présenter. Alors, je m'appelle donc Audrey Karoubi, j'ai enseigné pendant 15 ans dans différentes SECPA et là, j'ai la direction d'une SECPA à Sucy-en-Brie où je suis avec Agathe depuis 5 ans. Et bonjour, du coup, moi, c'est Agathe Mallaré. Je suis actuellement, enfin, depuis 3 ans maintenant, dans la même SECPA. Je travaille dans la même SECPA que Audrey, à Sucy-en-Brie. Et j'ai aussi été professeure à un lycée professionnel. Donc aujourd'hui, on va vous présenter notre collection qui s'appelle Cahiers SECPA. Voilà. Alors, tout d'abord, voilà, donc pourquoi nous avons décidé d'écrire cette collection? Alors, tout d'abord, on va parler du manque de ressources dans l'enseignement adapté. Il est vrai que, voilà, de notre expérience et par rapport à nos collègues professeurs qui nous ont sollicités, euh, on n'a pas trouvé donc de ressources récentes qui va concerner les élèves à besoins particuliers ou l'enseignement adapté, où les exercices vont être réellement pensés pour l'adaptation scolaire. Donc, ça a été une des premières raisons qui nous a fait réfléchir à cette collection. Nous avons ciblé le niveau troisième en suivant le programme de mathématiques, de français et le référentiel HAS. La deuxième, le deuxième point fort, la deuxième raison, c'est présenter un support qui soit innovant pour nos collègues enseignants, mais aussi pour les élèves. Donc, la pédagogie évolue. Hein, voilà, c'est vrai que les cahiers, on les a pensés en suivant les recommandations nationales hein, en termes de pédagogie et qu'on va retrouver dans cet esprit de collection. Nous souhaitions réellement répondre aux besoins des enseignants et à cette demande avec des supports qui soient réellement adaptés aux élèves à besoins particuliers. Donc, par exemple, pour vous donner un exemple, on a travaillé en réfléchissant sur les besoins de raisonnement, les besoins de mémorisation, des besoins de planification du travail des élèves, ou même en travaillant la métaconnaissance, par exemple. Troisième point, ça a été travailler l'examen du brevet, série professionnelle et du CFG. Alors, nos élèves à besoins particuliers, notamment nos élèves de SECPA, passent 2 diplômes en troisième, qui sont le brevet et le CFG. Et donc, on souhaitait, à travers cette collection, pouvoir dédramatiser un peu cet examen qui est pour eux très angoissant, qui a besoin d'une réelle préparation. Voilà. Et donc, on souhaitait, à travers ces cahiers, pouvoir travailler et l'oral et l'écrit qu'on va retrouver dans cette collection.
La quatrième raison de la création de cette collection, c'est en fait on souhaite faire progresser tout simplement les élèves à besoins particuliers. Ce qu'on n'a pas précisé, c'est que ces cahiers sont autant adaptés pour des élèves de SECPA, mais aussi du LIS, des élèves en IME. Ils ne sont pas réservés aux élèves de SECPA, puisqu'en fait, via nos formations, on a aussi appris à gérer les besoins particuliers de ce type d'élèves. On a fait le choix afin de faire progresser les élèves, de le faire sous forme de cahier et non pas de manuel, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, le manuel, ça leur faisait un support en plus, puisqu'il y avait le cahier et le manuel, alors que là, en fait, sur le cahier, ils vont pouvoir écrire directement, ils vont pouvoir s'approprier l'outil qui va leur appartenir, donc ça va aussi les responsabiliser. Et en fait, le cahier, il est adapté sur plusieurs points. Un des points forts, c'est notamment les consignes, puisque elles sont adaptées, elles sont reformulées, puisque c'est ce qu'on fait beaucoup en classe. En fait, en classe, on reformule beaucoup les consignes aux élèves plusieurs fois, de différentes manières. Dans les consignes, il y a les verbes d'action qui sont mis en gras et qui sont surlignés. Ça permet à nos élèves de repérer. Les textes aussi sont mis en avant. Et il y a aussi pas mal de visuels pour contextualiser les exercices. Le parcours à venir va être aussi un point fort de cette collection, puisqu'il y a plusieurs fiches métiers qui vont permettre de découvrir les métiers. Ils vont aussi pouvoir rencontrer peut-être des anciens élèves, c'est ce que nous on fait actuellement dans notre SECPA, visiter des entreprises et faire leur stage. Donc il y a plusieurs séances sur le parcours à venir dans le cahier. Et enfin, pour terminer, le cahier d'HS, plus précisément, permet de proposer des projets qui ont été testés en atelier et qui sont clés en main, en fait, puisqu'ils marchent. Et dans les ressources numériques, il y a des fiches projets qui permettront aux enseignants de les mettre en place. Alors, tout d'abord, quand on a commencé à construire ces cahiers, on a ciblé un besoin qui était très important et une difficulté qu'on a repérée depuis plusieurs années chez nos élèves, c'était la compréhension de consignes. On est parti de ce constat-là. Donc, cela concerne tous nos niveaux d'élèves et aussi toutes les matières, en fait. Donc, en équipe, on a travaillé sur notre SECPA sur la compréhension de consignes. Nous avons conçu ce que nous avons appelé le mur des consignes. Nous avons ciblé par domaine du socle les différentes consignes. Nous avons fait sous forme d'étiquettes avec le nom de la consigne, un visuel et une explication de la consigne. Et donc, ce panel en fait, de consignes est affiché dans toutes les classes de professeurs et dans toutes nos classes de professeurs d'atelier, ce qui permet aux élèves de pouvoir se repérer très facilement sur ces consignes-là. Ça sert pour toutes les matières, tous les niveaux. Donc, ça a été un peu notre base de travail en fait, pour la construction de ces cahiers. Donc, ce qui donne lieu en fait, à la diapo suivante. La compréhension des consignes dans nos cahiers, je pense que vous avez compris que c'était un point très important. Elle apparaît de la même manière dans les 3 cahiers pour que justement les élèves puissent prendre des automatismes, comme l'a dit Audrey. Donc il y a la même présentation. Au tout début du cahier, il y a une page qui est dédiée à ça. En fait, sur cette page, ils peuvent déjà la consulter en début d'année avec leur professeur pour identifier les consignes qui reviennent le plus souvent. Et ensuite, au cours de l'année, s'ils ont un doute sur le sens d'une consigne et sur ce qu'ils doivent faire, ils peuvent se référer à cette page, puisque nous, c'est ce qu'on fait en fait avec le mur de consigne. Ah oui. On leur dit, tu peux te référer au mur de consigne si tu as un doute. Donc là, ils pourront aller au début du cahier, se repérer, regarder l'exemple qui est noté et du coup, travailler un peu plus en autonomie si besoin. Alors, maintenant, nous allons aborder chaque cahier avec des exemples précis de comment nous, on est parti de notre expérience de classe. Donc, quand on travaille en séance en français, on travaille souvent par mots-clés, par notions essentielles pour développer un concept. Et donc, on a voulu retranscrire ça dans ce cahier sous forme de carte mentale. On réfléchit ce cahier en présentant chaque thème. Donc, il y a 5 thèmes pour le cahier de français qui est présenté sous forme de carte mentale avec les mots-clés que nous avons voulu mettre en avant. C'est ce qu'on travaille en classe. Et souvent, les élèves, on va dire en traces écrites, dans les cahiers, ont souvent des cartes mentales ou des mots-clés qui va leur permettre de se repérer et de comprendre en fait
le contexte ou de comprendre une notion ou un thème en entier. C'est comme ça que ça a été retranscrit. Alors, nous, ce qu'on met en place dans notre SECPA, c'est ce qu'on appelle le quart d'heure lecture. Alors, le quart d'heure lecture, c'est 15 minutes par jour où l'élève a choisi donc un livre qu'il va lire en autonomie dans la classe, un livre qu'il a choisi. Donc, c'est un livre plaisir, hein, en fait. Et donc, on a voulu dans ce cahier proposer pour chaque thème des pistes de lecture que l'élève va pouvoir choisir avec des adaptations sous forme, donc, dans ce livre sous forme d'étoiles, ce qui va permettre à l'élève de pouvoir en autonomie choisir et à l'enseignant aussi de pouvoir proposer des lectures d'autonomie pour les élèves. Ces lectures, elles peuvent être aussi utilisées par les professeurs s'ils veulent faire une lecture suivie. Par exemple. Parce qu'elles correspondent au thème. Elles correspondent au thème et au programme. Sur la page de droite, vous pouvez voir au début de chaque sujet, on travaille les compétences. Donc, c'est vrai que les séances en classe, souvent, le début d'une séance, on va travailler l'objectif qu'on va viser avec les élèves. Donc, on a voulu retranscrire ça dans le cahier avec les compétences que l'élève va cibler pour chaque sujet. Et donc, ça va permettre à l'enseignant de pouvoir voir quelle adaptation il va pouvoir mettre en place pour les difficultés des élèves. Donc, par exemple, si un élève a des difficultés en lecture, par exemple, pour lire un texte littéraire, nous utilisons, par exemple, des réglettes de lecture ou du lexique complémentaire pour aider l'élève à s'approprier un texte littéraire. Donc, suivant ce que l'élève va pouvoir choisir ou cocher comme connaissance qu'il a acquise ou pas encore, l'adaptation va se mettre en place. Ensuite, dans le cahier, vous allez retrouver des encarts de notions, des rappels de notions. Alors, on a réfléchi ces notions par rapport à nos expériences de classe, hein. Alors, on a pris l'exemple de la décomposition d'un mot parce que c'est assez représentatif, c'est-à-dire que la décomposition d'un mot, on va la travailler souvent en classe par manipulation d'étiquettes. Donc, on va découper un mot en plusieurs parties et donc l'élève va pouvoir, par manipulation, pouvoir comprendre le radical, le préfixe et le suffixe et pouvoir manipuler et trouver d'autres mots qui ont le même radical, par exemple. Donc, c'est retranscrit dans le cahier sous forme de pièces puzzle. L'enseignant peut s'en servir comme affichage de classe ou comme rappel de notions fixes dans le cahier. Et nous avons choisi des codes couleurs que nous utilisons en classe, que l'élève va pouvoir réinvestir en utilisant par exemple le feutre bleu, le feutre rouge et le feutre vert pour pouvoir séparer correctement son mot dans le cahier. Ça, c'est une adaptation par exemple que nous mettons en place quotidiennement. En qui fait, crée un automatisme. C'est sur le brouillon, par exemple, qu'on peut leur demander. Tu écris ton mot au brouillon et tu mets en rouge le radical, en vert le suffixe et en bleu le préfixe. Et du coup, on l'a mis en avant ici dans le... Voilà, tout à fait. Dans cet encart-là. Alors, le deuxième focus qu'on a voulu faire par rapport au cahier de français, c'est l'épreuve de rédaction. Alors, il est vrai que l'épreuve de rédaction, c'est un exercice qui est assez compliqué. Le passage à l'écrit est compliqué pour les élèves à besoins particuliers. Et le premier objectif pour un élève, ça va être de comprendre les attentes, comprendre le sujet. Donc, il y a toute une méthodologie en fait en classe qui se met en place autour de la compréhension du sujet. Donc, on a voulu que dans ce cahier, le sujet de rédaction soit bien visible parce que l'élève va faire des allers-retours entre son écrit et la consigne et le sujet. Donc, il fallait que le sujet soit visible. Ensuite, souvent en classe, on se rend compte que les élèves ont des difficultés pour le démarrage de l'écrit. C'est ce nous on appelle le syndrome de la feuille blanche, c'est-à-dire que l'élève ne sait pas par où commencer, comment commencer. Voilà, l'écrit est souvent un blocage hein, pour les élèves qui ont des difficultés scolaires. Donc, nous avons pensé le cahier avec des boîtes à idées. Chaque boîte va avoir soit des photos, soit du lexique, soit une petite mascotte qui va relancer le sujet par des questions élucidantes, ce qui va permettre de créer en fait une aide spécifique pour l'élève. Chaque élève va y prendre son compte, hein. Certains vont se servir du lexique, d'autres des images, mais ça va permettre à l'élève d'avoir une certaine autonomie face au sujet
pouvoir se sentir en confiance aussi, d'avoir des idées et de pouvoir se lancer dans ce travail d'écriture. Alors, le travail d'écriture en classe, il se travaille de plusieurs manières. On peut le travailler en binôme, on peut le travailler en groupe, de manière individuelle. Donc, ça peut être progressif, c'est au choix de l'enseignant, mais ça permet, à travers ce cahier, d'avoir une multitude d'adaptations ou d'aides possibles pour l'enseignant et surtout pour les élèves. Et en fait, ce que nous, on met en place par rapport à cette boîte à idées en classe réellement, c'est que par exemple, selon le niveau de l'élève et selon comment il est à l'aise à l'écrit, on peut leur proposer uniquement des images, si vraiment c'est plus le côté imaginaire qui a du mal à être développé, ou au contraire, si c'est un problème de vocabulaire, on peut lui dire, bah, toi aujourd'hui, tu as 10 étiquettes avec 10 mots de lexique, essaye d'utiliser 3 de ces mots pour construire ton écrit. Voilà, ce qu'on a mis dans le cahier, en fait, c'est vraiment ce qu'on utilise au quotidien. Oui, tout à fait. Donc, chaque sujet de rédaction, en fait, va se conclure par une auto-évaluation. Donc, cette auto-évaluation, elle permet de retravailler le sujet en classe, de créer aussi voilà, une autonomie pour l'élève. Donc, souvent, comme on procède en classe, c'est qu'on travaille par plusieurs jets, c'est-à-dire qu'il y a le premier jet d'écriture et puis on revient par un deuxième jet d'écriture. Cette auto-évaluation, elle permet déjà, de travailler le brouillon. Les élèves ont du mal voilà, à raturer, revenir sur leur écriture, reprendre leur brouillon. C'est un exercice qui est compliqué, c'est un véritable exercice en fait pour ces élèves-là. Et donc l'auto-évaluation, elle va permettre de cibler aussi quels critères on va mettre un focus sur le jet d'écriture. On n'est pas obligé là sur l'exemple qui est donné, il y a 5 critères d'auto-évaluation, mais c'est au choix de l'enseignant de guider aussi l'élève sur les critères d'auto-évaluation. Je vous donne un exemple. On peut donner à un élève qui est en grande difficulté et qui a du mal à écrire voilà, du contenu, de cibler par exemple que 10 lignes aujourd'hui et de ne pas avoir l'objectif d'écrire 20 lignes d'écriture. Voilà. Ou de travailler que 2 critères d'évaluation dans la liste des 5. Voilà, c'est vraiment progressif, c'est vraiment adapté à différentes difficultés pour l'élève. Par exemple, un élève qui est très à l'aise à l'écrit, au lieu de lui imposer les 20 lignes, on peut lui dire, bah, toi, aujourd'hui, tu vas faire attention à la ponctuation et au verbe. Ça peut être son objectif à lui personnel. Donc, nous, on en a mis plusieurs ici, mais c'est vrai qu'ils ne sont pas obligés d'être tous utilisés en même temps. Alors maintenant, on va passer au cahier de mathématiques. Donc, alors, concernant les mathématiques, on a pensé la présentation des thèmes avec des rappels, une page de rappel sur ce que l'élève a appris en sixième, cinquième et quatrième qui va lui servir pour son année de troisième, ce qu'il va pouvoir réinvestir. C'est ce qu'on appelle les prérequis hein, pour nous. Et donc, on a ciblé ces prérequis par rapport à des choix pédagogiques. Ça peut être des mots de vocabulaire, ça peut être du repérage, ça peut être un tableau, un graphique, la différence. Mais vraiment, de la méthodologie. C'est vraiment ciblé sur ce que l'élève va devoir réinvestir pour les sujets, pour le thème à venir. Alors, sur la page de droite, vous allez retrouver la même présentation en fait que nous avons pensé le cahier de français, c'est-à-dire on va toujours retrouver cette partie connaissance, donc qui est toujours adaptée hein, aux élèves, qui va permettre de mettre en place les adaptations nécessaires en classe. Et donc là, on a fait un focus sur la calculatrice, qui est un outil qui est quand même compliqué pour nos élèves à utiliser. Et dans le cahier, on va retrouver sur certaines explications de notions cette calculatrice avec des zooms sur les touches à utiliser. Les élèves sont perdus sur l'outil de la calculatrice. C'est un véritable travail d'apprentissage. Hein. Et donc, on a voulu, à travers ce cahier, pouvoir donner une aide supplémentaire pour les élèves pour se repérer. Ensuite, voilà. Alors, si on reprend l'exemple de cette page-là, comment nous avons réfléchi? Alors, on a pris le théorème de Pythagore parce que c'est vraiment, ça revient énormément dans les sujets pour le brevet série pro. Nos élèves ont souvent un exercice qui concerne l'égalité de Pythagore. Donc, nous, en classe, on va le travailler de différentes manières, mais la priorité, ça va être le repérage de l'hypoténuse et de l'angle droit. Et donc, on a travaillé cet encart-là avec justement ces couleurs-là,
Exemple, le rouge pour opérer l'hypoténuse, il faut que ce soit un automatisme. L'objectif, c'est de pouvoir créer à chaque fois un automatisme pour l'élève. Triangle rectangle, angle droit en bleu, hypoténuse en rouge. Voilà. C'est ce qu'on a voulu mettre en avant. Donc, c'est ce qu'on va demander à l'élève, en fait, de refaire à chaque fois qu'il va se retrouver face à un exercice où on va lui demander d'avoir une égalité de Pythagore ou travailler sur un exercice, un problème qui met en jeu le théorème de Pythagore. C'est un automatisme. De créer, voilà, cet automatisme-là. Donc, on va essayer de refaire le même. On a réintégré ce qu'on fait en classe dans le cahier, puisque en classe, on leur demande de mettre un rouge et un bleu. Exactement. Donc ensuite va venir le travail sur la rédaction. Alors, l'élève, quand il va être en travail dans le sujet d'examen, on va lui demander donc de rédiger. Et donc, on a réfléchi ce travail de rédaction. Alors, pareil, alors, toujours de la planification en reprenant les mots-clés, c'est-à-dire on ne sait que d'après le donc, qui est pour nous à chaque fois le départ de la rédaction d'un problème de géométrie qui va concerner Pythagore. Et donc, avec le nombre de lignes qui est exactement qui est exact en fait, c'est le nombre oui, de oui, lignes le nombre de lignes utiles. exactes, utiles pour faire le raisonnement et l'égalité de Pythagore. Donc en fait, l'élève va pouvoir revenir sur ce qu'il a fait et donc pouvoir s'auto-corriger si par exemple il y a une étape qui a été mal faite ou il y a une erreur sur une étape. On va demander à l'élève justement de vérifier étape par étape. Et donc, on a vraiment réfléchi ce cahier en ayant le bon nombre exact de lignes. Et ça, c'était vraiment une de nos contraintes dans ce cahier, que ce soit réellement respecté pour avoir un repérage pour l'élève. Ensuite, on a toujours notre petite mascotte qui est C'est là vrai. pour relancer si jamais. Qui est dans les 3 cahiers. Qui est dans les 3 cahiers et qui est là pour voilà, donner un petit coup de pouce, étayer, si jamais vraiment ils sont perdus face à la consigne, quoi. Tout à fait. Donc, on va parler maintenant du cahier d'HAS, donc, qui est construit toujours avec une page d'introduction sur laquelle les différentes séances apparaissent, toujours dans le souci que les élèves puissent se repérer et qu'ils sachent à quoi s'attendre. Donc, et il est aussi illustré pour leur donner une idée du rendu final. On commence toujours en fait, chaque projet est composé des 3 domaines d'HAS, puisque c'est hygiène, alimentation et service. Donc, normalement, dans chaque projet, vous aurez un petit peu de chaque domaine, puisque c'est important que les élèves touchent à tous les domaines du référentiel. Les projets sont composés de parties à la fois théoriques et à la fois pratiques, puisque je me suis rendu compte en classe, en fait, que les élèves, ils adorent la pratique. Mais en fait, s'ils ont un apport théorique en amont, ils sont encore plus à l'aise et ils se sentent encore plus valorisés au moment de la pratique. Et ça leur donne du sens. Ça leur donne du sens, exactement, à leur apprentissage. Donc, au début de la séance, comme vous pouvez le voir, il y a un petit encadré, ce que je sais déjà, puisqu'en fait, en classe, ce que je mets en place, c'est qu'ils voient, par exemple, la page d'introduction où il y a la photo du pain, et je leur demande de me dire chacun 1 ou 2 mots que le sujet, le projet leur inspire. Donc, on fait une sorte de petite carte mentale au tableau et on a un affichage qu'on garde tout le long du projet en classe où ils écrivent les nouveaux mots qu'ils ne connaissent pas ou les mots importants et qu'on peut chercher dans le dictionnaire par la suite. Le dictionnaire qui est utile, notamment en français, donc on fait un peu des savoirs transversaux en fait. À travers l'atelier, on utilise aussi du français. Les projets, ils sont composés d'exercices très variés, puisqu'on se rend compte qu'en fait, plus il y a de consignes différentes, plus c'est un apport riche pour les élèves. Il y a autant, par exemple, une consigne où il faut relier, entourer, rédiger. Voilà, on a essayé de vraiment diversifier les consignes et aussi les difficultés. Il y a des exercices qui sont peut-être plus faciles que d'autres et qui sont peut-être plus accessibles pour les élèves qui ont des difficultés plus importantes. De lecture. Exactement. Comme ça, tout le monde s'y retrouve. Toujours dans l'esprit de transversalité, on essaye en fait dans la SECPA où on enseigne que lorsque par exemple je mets en place le projet du pain, la professeure de français fasse par exemple un travail sur un poème qui parle du pain, de la farine, etc. En SVT, ils peuvent peut-être étudier aussi
la fermentation avec la levure. Et en maths, ils peuvent étudier la recette avec la proportionnalité. En fait, ce qui est bien avec l'atelier, c'est qu'on peut toucher un petit peu toutes les matières et donner du sens aux élèves. Et enfin, pour cette diapo, on a tout le long du cahier des fiches métiers, puisqu'on sait que pour nos troisièmes, le parcours à venir, c'est vraiment un parcours qui est très important. Hein. Ils sont un point essentiel de leur année. Donc, ces fiches métiers, ce que je fais, c'est qu'au début de l'année, en fait, elles vont servir à découvrir différents métiers dans lesquels ils pourront s'orienter. Et au début de l'année, ils les font en binôme ou en trinôme, le temps de s'approprier les questions. Aussi le temps de les comprendre, le temps d'utiliser l'outil informatique, hein, d'être à l'aise, parce que ce n'est pas le cas de tous, même en troisième, des fois on a encore quelques difficultés sur l'outil informatique. Donc en début d'année, généralement, ils les font en groupe, puis en fin d'année, selon les niveaux de chacun, on essaye de travailler un peu plus en autonomie. Ces fiches métiers, elles permettent aussi de travailler leur créativité, puisqu'une fois les recherches faites, ils doivent créer une affiche qui est mise en avant dans le couloir du collège, donc tous les élèves voient, donc ils aiment beaucoup faire ça. Et c'est ça valorise leur travail. Donc voilà, fiches métiers très importantes et qui sont un peu le fil rouge de ce cahier. Dans le cahier d'HS, vous retrouvez aussi des recettes, bien sûr, puisque dans HAS, il y a le A de l'alimentation, donc on fait pas mal de recettes. Elles sont organisées toujours de la même manière, avec des petits cadres pour que les élèves puissent se repérer. Donc, il y a toujours le cadre de la durée, comme ça, ils savent combien de temps ça va durer, des ingrédients et des ustensiles. Et ensuite, on a le cadre avec les différentes étapes. Dans ce cadre des différentes étapes, on a toujours gardé la même façon de présenter les verbes d'action, c'est-à-dire en gras, on les a bien mis en avant pour qu'en fait, les élèves, une fois dans la cuisine, se repèrent facilement l'action qu'ils doivent faire. De plus, il y a toujours cette petite fiche d'auto-évaluation à la fin qui leur permet, généralement ce que je fais en classe, c'est que je leur fais lire avant de commencer le travail pratique et comme ça, ils savent ce que j'attends d'eux. C'est-à-dire, j'ai mis correctement ma tenue professionnelle, donc ils savent que s'ils arrivent en cuisine avec la tenue qui est mal mise ou mal, voilà, ou un oubli, ouais, tout à fait, ben, ils savent que déjà, ils n'auront pas une bonne couleur, on va dire, ils auront orange ou rouge dans l'auto-évaluation. Donc, ça leur donne aussi des petits objectifs. Et enfin, chaque projet est terminé par un bilan qui va permettre de remobiliser les connaissances et qui peut aussi servir comme une évaluation rapide. Parfois, je me rends compte qu'en fait, ils ont super bien maîtrisé le sujet. Ben, je leur dis, ben voilà, aujourd'hui, la dernière page bilan, je vous mettrai une petite note. Ou au contraire, on peut le faire en collectif. On peut dire, allez, chacun à son tour, on dit une réponse, etc. Ça, en général, ils aiment bien. Donc là, vous avez deux petites photos de nos élèves en train de préparer notamment le projet du pain que l'on vient de vous présenter. Voilà, donc on a l'étape en atelier et le rendu final. Et pour réaliser ce projet, pour les enseignants, nous avons créé des ressources numériques ce sont des fiches projets. Donc il y en a une par projet, donc il y en a 15 fiches numériques. Dans lequel il va y avoir plusieurs choses. D'abord, il y a les modalités du projet. Combien ça va vous coûter, puisque ça a un coût d'acheter les denrées, etc., de faire peut-être intervenir des personnes extérieures. L'objectif aussi du projet. Quel matériel et quel support il va vous falloir, parce qu'on sait bien que toutes les SECPA ne sont pas équipées de la même manière. Il y a certaines séances d'ailleurs qui peuvent être adaptées selon le matériel que l'on a. Un point essentiel, c'est les connaissances et les compétences du référentiel éducation nationale qui apparaissent ici pour que les professeurs puissent peut-être faire leur fiche séance, par exemple. Ou évaluer sur Pronote, etc. Tout à fait. Et enfin, il y a deux petits encadrés où c'est nous qui, avec notre expérience et qui avons testé les projets, avons noté 2-3 petites astuces pour que les professeurs puissent mettre en avant les projets. En fait, ce qu'on a remarqué, par exemple, le pain, c'est un projet qui est très demandé, qui a beaucoup de succès. Qui a beaucoup de succès, voilà. Et donc, en fait, comme conseil, je peux vous donner de créer, par exemple, un petit Google Form pour que les enseignants puissent s'inscrire en amont et pas être dépassés par les commandes. Ça peut être une astuce. Voilà.
Alors, pareil pour les deux cahiers, donc mathématiques et français, avec l'achat des cahiers, on a accès à des ressources numériques. Donc, on a pensé les ressources numériques de mathématiques avec 5 fiches, donc une par thème, avec des exercices complémentaires pour faire le lien entre les mathématiques et les métiers. Ce qui est très intéressant pour les élèves et pour les enseignants parce que ça permet de donner du sens aux apprentissages, surtout en mathématiques et une matière qui est quand même compliquée pour nos élèves. Ils ont du mal voilà, à se projeter, à savoir à quoi ça va leur servir. Alors avec l'atelier, c'est vrai que c'est facile de faire du lien, mais quand on est en séance en classe, on trouvait ça intéressant d'avoir cette petite chose en plus, voilà, cette ressource supplémentaire, de pouvoir faire des liens sur des métiers accessibles par un CAP pour permettre à l'élève de se projeter, de se projeter sur un futur métier et savoir à quoi ça peut lui servir concrètement avec des compétences de mathématiques. Concernant le français, les ressources numériques vont comporter donc toutes les dictées à réaliser qui sont entières, tous les critères de correction pour les épreuves de dictée et de rédaction. Et en plus, on a mis des petits conseils pédagogiques, donc suivant les sujets. Voilà, donc ce qui va permettre aussi on va dire, amener l'élève à rédiger, à améliorer son travail de rédaction, apprendre à utiliser un brouillon, un dictionnaire, voilà, des petits conseils pédagogiques qui va pouvoir aider l'enseignant à mettre en place justement cette séance de rédaction lorsqu'il veut l'amener en classe sur un sujet particulier. En fait, on a essayé de mettre à profit notre expérience pour que d'autres collègues, si besoin, puissent être plus facilement à l'aise, plus rapidement à l'aise au sein de leur classe, quoi. Voilà. Voilà pour notre présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, c'était très clair et un partage très riche. Allez-y, si vous avez des questions, vous pouvez donc utiliser l'outil questions et réponses en bas de votre écran ou l'outil de discussion. On est là pour vous répondre, on a quelques minutes pour échanger. Je vais peut-être commencer avec les questions. Du coup, pour me présenter rapidement, je suis éditrice chez Belin Éducation et donc je vais accompagner Agathe et Audrey sur certains des cahiers SECPA, simplement pour me présenter. Et du coup, je me demandais un petit peu sur enfin, votre utilisation des cahiers en classe, plus sur voilà, moi ce que j'ai pas du tout vu, hein, tout l'aspect pratique. Est-ce que vous vous en servez en classe avec les élèves? Est-ce qu'il y a des choses que vous arrivez à prescrire? Enfin, est-ce que ça les aide à développer un peu leur autonomie ou finalement vous préférez avoir vraiment une utilisation avec eux en classe ou est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez leur donner à la maison, par exemple pour le français ou les maths? Enfin, comment vous vous en servez, vous, voilà, un peu au quotidien? Alors, moi, je vais répondre déjà en prenant par exemple les mathématiques. C'est vrai que, alors, il y a une partie des exercices qui vont être anticipés, préparés par l'enseignant, qui va être fait en classe. L'utilisation du cahier, il va permettre deux choses. La première chose, c'est soit un travail spécifique en classe sur un sujet, c'est-à-dire mettre l'élève en condition de se dire je vais réaliser un sujet en classe avec un temps donné. Soit on a d'autres modalités. Alors c'est vrai qu'on a la chance dans le collège d'avoir devoirs faits qui permettent aux élèves de pouvoir retravailler aussi des exercices ou pouvoir développer des compétences ou pouvoir continuer justement à faire les devoirs. C'est vrai qu'en SECPA, il faut être honnête, on ne donne pas beaucoup de devoirs parce qu'on demande à l'élève au maximum d'être concentré en classe. Et ces cahiers-là vont permettre de pouvoir réinvestir aussi ce qu'ils ont appris. Donc, deux choses une, soit c'est vraiment travailler en classe avec un objectif ciblé, c'est pouvoir vraiment se mettre en condition d'automatisation, de faire des exercices, ou alors de réinvestir ce qui a été appris en classe de manière autonome en devoir maison ou à devoir fait, par exemple. Donc, voilà. C'est vrai que par exemple, on peut leur demander, en français notamment, de lire peut-être le texte sur lequel le lendemain on va faire les questions de compréhension et de grammaire. Oui. Ça peut être une idée qui n'est pas un devoir non plus très, on va dire, très long. Et ça leur permet à eux déjà d'avoir une première connaissance du texte et à nous voilà, de gagner un petit peu de temps sur la séance ou sur cette partie-là. Après, c'est vrai que les cahiers, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais de français et de maths, ils ont 72 pages, si je ne me trompe pas. Oui. Donc, ils sont assez fins et assez légers. Donc, ils peuvent facilement les transporter, les emmener chez eux. Oui. C'est pas un problème.
Le cahier d'HAS, il est un petit peu plus épais. Il fait 128 pages, mais c'est vrai qu'il n'a pas la même façon de fonctionner, on essaye quand même de faire beaucoup de choses en classe, en atelier, parce que les élèves, ils aiment bien. Puis ils ont 12 heures. Et ils ont 12 heures, donc on a un peu plus de temps. D'accord. Et, et justement, dans un peu dans ce que vous faites avec les élèves, là, la partie auto-évaluation dont tu parlais, je sais plus qui en parlait, pardon, pour HAS ou pour, est-ce que ça marche bien? Ça motive vraiment les élèves ou c'est des choses qui peuvent un petit peu les freiner, leur faire peur parce qu'il y a le mot il y a le mot évaluation dedans? Est-ce que... En fait, c'est bien de leur demander leur avis sur leur travail. Parce que parfois, on se rend compte qu'en fait, ils se dévalorisent aussi. Oui. Donc, ça nous permet à nous, quand on repasse derrière eux, une fois qu'ils ont fait leur auto-évaluation, de leur dire, ah bon, tu trouves que là, tu as eu plutôt orange, ben moi, je t'aurais mis vert. Oui. Donc, ça les valorise aussi. Et surtout, moi, je trouve que ça leur permet de savoir ce qu'on attend d'eux, quoi. Il n'y a pas de surprise. C'est noté. Ce qu'on attend de toi, c'est ce qui est noté ici. Si tu fais... si tu remplis les objectifs, tu auras vert et c'est une bonne nouvelle. C'est vrai que voilà, on essaie d'être le maximum explicite dans ce qu'on attend des élèves. On essaie de les faire gagner en autonomie, de leur redonner confiance. Et cette auto-évaluation, elle est importante pour eux parce que c'est vrai que, comme explique Agathe, ce retour sur soi, il est important pour qu'ils puissent se rendre compte des progrès qu'ils ont faits. Souvent, on peut revenir sur une auto-évaluation qu'ils ont déjà faite et ils peuvent visualiser leurs progrès et voir qu'ils sont passés. Alors, nous, on fonctionne par code couleur, mais ça peut être acquis en cours d'acquisition et on n'a jamais conçu l'auto-évaluation de forme négative. C'est-à-dire qu'on a réfléchi les cahiers avec... c'est pas je n'ai pas réussi, c'est je n'ai pas encore réussi. C'est-à-dire qu'on se donne un objectif de réussir un jour. Voilà. Et même, par exemple, quand je repense à la rédaction où il y avait à la fin les petits items à cocher, par exemple, on peut, comme on disait, comme Audrey disait tout à l'heure, adapter, par exemple, au lieu de faire 20 lignes, on peut dire aujourd'hui, ton objectif, c'est de faire 10 lignes. Et on se rend compte qu'en fait, quand ils reviennent en arrière sur le cahier, ils se disent, au début, je faisais 10 lignes, maintenant, je fais 12 lignes, puis 15, puis 20. C'est Finalement, progressif. L'auto-évaluation, elle leur a permis de se rendre compte que petit à petit, ils avaient progressé, quoi. C'est super intéressant parce qu'on voit qu'il y a deux versants. Il y a un versant de confiance, là, comme vous l'avez dit, et il y a un versant aussi de réduire un maximum tout ce qui pourrait être anxiogène, parce que tout est très explicite, tout est très balisé. Ils savent à quoi s'attendre, ils savent à quoi se référer, et ils ont une sorte d'historique de leur progression. Donc c'est assez solide, je pense, pour eux. Du coup, ils ont que des éléments tangibles à chaque étape de l'année auxquels se référer. C'est le choix aussi voilà, d'avoir ce cahier-là pour ça, c'est-à-dire que de l'avoir en main, de pouvoir visualiser tout ce qu'ils ont fait dans l'année. C'est vrai qu'à la fin de l'année, ils se rendent compte de tout le travail qui a été accompli et de pouvoir voir réellement leur évolution. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant pour eux. Hein. Et très valorisant. l'avantage aussi, si je peux me permettre, c'est qu'il n'y a pas de perte de feuilles. Hein. Oui. On a toutes les feuilles qui sont fichées ensemble. Oui. Il n'y a pas de feuilles qui volent. Voilà, ils peuvent retourner sur leurs travaux sans souci. Oui, c'est d'un point de vue organisation, pour eux, c'est simple. Mais du coup, c'est quelque chose que vous avez constaté dans votre expérience de prof, que finalement, ces élèves, ils avaient besoin d'être assurés et de prendre conscience aussi de tout ce qu'ils étaient capables de faire, qu'ils avaient peut-être moins confiance en eux par rapport à d'autres élèves, et que là, vous avez plein d'astuces et plein de jalons partout pour les aider à vraiment se rendre compte de tout ça et avoir un feedback sur ce qu'ils font, quoi. C'est ça, tout exactement. a été réfléchi en fonction, tout à fait. En fait, on est parti de notre expérience et on s'est dit, ce qu'on observe aujourd'hui, comment on pourrait en faire profiter d'autres élèves, d'autres collègues, pour que, voilà, quelqu'un qui débute peut-être ou qui a, enfin, par exemple, en HS, on a un référentiel qui est très vaste, ça peut donner des idées de projet, des idées d'exercice, des idées de consignes, voilà. On aimerait bien que ça soit une ressource qui soit utile, quoi. Je vois, alors, il y a pas de question, mais il y a Hélène qui vous remercie pour la présentation très claire et explicite. Gentil, merci. Du coup, moi, j'ai d'autres questions. Vous avez parlé tout à l'heure du quart d'heure lecture dans les classes. Est-ce que justement, par rapport à l'écriture, vous avez aussi un quart d'heure écriture comme ça, ou c'est là où bah, le cahier peut être utilisé avec les images? Enfin, comment vous encouragez les élèves à écrire? Est-ce que j'imagine que vous mettez aussi en place plein de choses dans vos classes? Oui.
J'allais comme tu parler veux. d'atelier. Bon, par exemple, alors c'est vrai que sur les petites classes, enfin, ce qu'on appelle nous les petites classes, c'est-à-dire les sixièmes, cinquièmes, hein, voilà, les plus petits, chez qui on va repérer, on va cibler vraiment les besoins particuliers. Moi, par exemple, quand j'enseignais le français sur les classes de sixième, je mettais en place le jogging d'écriture, où on prenait un petit carnet d'écriture avec un petit sujet et en 5 minutes, on demandait à l'élève de décrire. Voilà, l'écriture plaisir, c'est-à-dire vraiment sans correction, sans jugement aucun, de pouvoir écrire pour le plaisir par rapport à un sujet, ce qu'il avait envie de dire, combien de lignes il pouvait écrire. Voilà, ça c'était ce qu'on mettait en place pour permettre à l'élève de rentrer dans cette production d'écrit. Quand ils arrivent en troisième, on est sur une production voilà, un peu plus construite. Ça fait 4 ans hein, qu'on les suit, qu'on voit les progrès. Et c'est vrai qu'on a pensé ce cahier pour que cette production d'écrit, elle soit aboutie quand ils arrivent en troisième, toujours avec une aide, hein, toujours avec de la méthodologie, mais en permettant à l'élève d'avoir plus d'autonomie sur le travail d'écriture. Et aussi, en atelier, on a des créneaux un peu plus longs. Mm. Donc, on peut se permettre de faire un peu plus de choses autour de cette lecture qu'ils font tous les jours. Et en fait, ce que je propose au quatrième et au troisième, c'est une fois qu'ils ont fini d'écrire, ils ont un petit cahier qu'on appelle le cahier vert, où ils écrivent en fait en deux, trois mots ce qu'ils viennent de lire. Voilà, ils écrivent en deux, trois mots ce qu'ils viennent de lire. Et en fait, ce qu'ils aiment bien, c'est que le lendemain, avant de recommencer leur lecture, ils relisent les deux, trois phrases qu'ils ont écrites sur leur lecture précédente et ils se remettent en fait très vite dans le livre et comme ça, du coup, ils re-rentrent dans l'histoire facilement pendant le quart d'heure de lecture. Et ça, je le corrige pas, comme elle dit Audrey, c'est vraiment pour eux et au moins, ils écrivent et ils prennent du temps pour écrire et ça leur est utile. Et là, comme ils trouvent du sens, ils le font sans problème. Ouais, donc il y a vraiment une grande transversalité, ce que vous disiez tout à l'heure par rapport aux disciplines. Et ça, c'est concrètement, c'est difficile à mettre en place dans une SECPA voilà, tu disais, Agathe, quand je fais le pain, je vais demander au prof de maths de faire la proportionnalité, au prof de français de faire autre chose. Enfin, c'est difficile à synchroniser. Est-ce que ça dépend de chaque établissement, j'imagine, ou est-ce qu'il y a vraiment des réunions d'équipe qui fait que... Alors, on a deux. En SECPA, on a des réunions d'équipe où on réunit les professeurs des écoles et, spécialisés et les professeurs d'ateliers, toutes les semaines. Et donc, ce qui nous permet de faire un point et sur les élèves, leur progression, mais aussi sur les projets. Donc, ça permet de coordonner un petit peu voilà, les attentes, la progression, d'adapter notre progression en fonction des projets. Et c'est vrai que voilà, si Agathe nous dit bah voilà dans 2 semaines je vais faire tel projet, est-ce que en français on peut aborder telle compétence parce que ça va rentrer dans ce projet-là, on essaie de se coordonner en fonction. Nos réunions elles servent aussi à ça. Puis Tout à fait. c'est dans les deux sens. Ça peut être autant moi qui dis, écoutez, dans 2 ou 3 semaines, je vais faire ce projet. Est-ce qu'en maths, tu pourrais peut-être faire ça? Et ça peut être autant la collègue de maths qui me dit, écoute, là, je travaille sur la proportionnalité. Ils ont un peu de mal à voir concrètement ce que ça donne. Est-ce que toi, tu peux faire une recette où ils vont la faire un groupe pour 2 personnes, un groupe pour 4 personnes, un groupe pour 6 personnes. Et là, de suite, ben, ce qu'elle a fait en maths, ça devient concret en atelier. Et les élèves, voilà, ça leur permet de voir concrètement ce qu'ils ont appris en maths, à quoi ça peut leur servir dans la vie et dans leur futur métier, quoi. Ok. Je vois qu'il y a une question aussi. Je pensais aussi pour les questions, pour les personnes qui écoutent. A priori, on espère pouvoir donner une suite à cette collection. On espère, en tout cas, c'est dans les projets en cours. Donc, si jamais vous avez aussi des remarques sur ce que vous rêveriez vous, de voir apparaître dans d'autres cahiers, des choses comme ça, n'hésitez pas à mettre les commentaires aussi dans les questions-réponses ou dans le fil de la discussion, parce que comme ça, peut-être que les autrices pourront réagir à vos suggestions et voilà. Donc là, il Et y vous, avait... Oui, ouais, il y pardon. a aussi quand vous recevrez l'email, répondre à l'email, des suggestions qui vous viennent. Euh, On n'a pas très bien entendu, Caroline. Je ne sais pas si c'est nous. Ouais, moi, ça a coupé Ah oui, assez. j'ai peut-être une connexion qui est pas toujours très stable. Vous m'entendez bien là? Ouais, on a entendu qu'on pouvait répondre à l'email, je crois, Voilà, pour mettre les explications. vous pouvez utiliser l'email avec le replay pour envoyer, si d'ici là vous avez des idées de suggestions de choses que vous aimeriez voir dans de futurs cahiers. Des Et donc, remarques
tout Oui, aussi, oui. hein. Nous, on est ouverte à améliorer nos pratiques, hein. Oui, oui. Là, il y a une question, donc si j'ai bien compris, chaque année, il faut acheter les cahiers pour chaque élève de la classe de troisième. Question pratique, est-ce que la commande se fait via le gestionnaire du collège? Oui, alors ça, je peux répondre en tant que directrice, c'est moi qui m'occupe des achats. Donc, en fait, oui, tous les achats vont se faire à partir du gestionnaire, hein, de l'agent gestionnaire. Donc, l'avantage, c'est que, alors, concrètement, hein, sans rentrer dans les détails quelconques, mais c'est vrai que les cahiers de français et de mathématiques peuvent se faire sur les crédits pédagogiques de la SECPA, les achats peuvent se faire comme ça. L'avantage de l'HAS, c'est que ils peuvent se faire aussi sur la taxe d'apprentissage. La SECPA touche la taxe d'apprentissage et ça permet aussi de faire les achats, voilà, Pour l'atelier. d'équilibrer un peu les achats pour l'atelier avec le budget de l'atelier et de prévoir le budget d'achat pour les élèves pour le français et mathématiques sur les crédits pédagogiques de la SECPA. Effectivement, il est intéressant d'acheter les cahiers chaque année pour que les élèves puissent avoir leur propre cahier dans leur sac. Et c'est pour ça qu'on l'a conçu aussi avec une couleur bien visible par matière pour que si une SECPA achète les 3 cahiers pour leurs élèves, qu'ils puissent se repérer facilement justement dans le sac une fois qu'ils ont les 3 cahiers dans le sac. Parce que nous, on fonctionne aussi par couleur au niveau des cahiers de cours. Et donc, on a conçu aussi ces cahiers-là pour ça. Souvent, ils vont dire, je prends le cahier vert. Ils disent pas, je prends le cahier de mathématiques. Voilà. Mais voilà, j'ai répondu à la question. Ok. Je vois pas d'autres questions. Est-ce que Caroline, tu avais d'autres choses? Pour moi, c'est bon. J'ai rebondi sur euh, ce qui m'avait le plus interpellé dans votre présentation. Euh, il nous reste quelques instants. Si jamais vous avez d'autres remarques, n'hésitez pas. Moi, j'ai peut-être une dernière question. Alors, c'était, est-ce que vous confrontez donc beaucoup vos pratiques pour bah, entre collègues, là, dans les points, ça j'ai bien compris. Est-ce que quand vous avez du coup conçu les cahiers, j'ai l'impression que vous avez aussi fait ça, d'en parler autour de vous, de déjà confronter un petit peu à différents avis extérieurs, ou je me trompe? Parce que là, pareil, c'est la jeunesse des cahiers que j'ai pas forcément suivi. Alors oui, quand on a commencé à... Alors, on a mis 2 ans hein, vraiment pour construire ces cahiers. Et alors, nos premiers testeurs, ce sont nos élèves, hein. Voilà, c'est vrai D'accord. que voilà, on a testé différentes fiches, différents exercices, différentes présentations Ouais. sur nos élèves. On a réajusté, recommencé, changé les visuels, changé la consigne. Voilà, ça nous a permis réellement de réajuster et de construire ces cahiers vraiment sur le terrain. Euh, On a aussi demandé à nos collègues pendant l'avancée ce mm, qu'ils en pensaient. oui. Quelles remarques est-ce qu'ils pouvaient nous faire par rapport à leur pratique à eux? Parce que c'est vrai que nous, on a de l'expérience, mais bon, il y a plusieurs points de vue aussi par rapport à la pédagogie. Et plusieurs publics. Et puis plusieurs publics aussi, parce que c'est vrai que nous, on a traité plutôt le public de SECPA, mais on a demandé à des collègues d'IME, à des collègues du LIS. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas eu que nos apports personnels. On a essayé de piocher dans notre entourage, dans notre réseau, dans hein. notre réseau pour, Ouais, ouais. pour vraiment construire des cahiers. Adaptable un peu Ouais. à tous les publics à besoins particuliers, pas que les élèves de SECPA. Donc, pour donner des exemples, pour aller un peu plus loin dans cet échange, voilà, on a pu échanger avec une psychomotricienne, voilà, par rapport à certains points techniques du cahier de mathématiques. On a pu échanger avec un ergothérapeute ou un graphologue par rapport à la police qu'on va utiliser dans le cahier, à d'autres collègues De même voilà, profil que d'IME nous. ou d'IM Pro, voilà, qui ça peut être compliqué sur certains points. En Ouais. prépa métier aussi. En prépa métier aussi. En fait, vraiment d'avoir un aperçu global de différents professionnels qui peuvent nous donner un éclairage complémentaire sur les apports qu'on peut mettre dans ces cahiers. Voilà, on a essayé de le construire vraiment sur un esprit collectif de professionnels en fait. Ouais, c'est super intéressant cette dimension parce que on voit qu'il y a une vraie dimension de terrain
comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec tous les retours que vos élèves ont pu vous faire, et aussi cette dimension transversale entre différentes professions. Et on voit que c'est à la fois complexe, riche, c'est super intéressant parce qu'en fait, enseigner en SECPA, ça veut dire aussi toucher à tous ces domaines et se poser des questions qui sont très variées, hein, parce que l'ergothérapie, enfin, c'est le psychomote, etc. C'est vraiment c'est des domaines qui sont liés, mais vous êtes prof en fait, et du coup, on voit que votre métier, il s'arrête pas à la salle de classe, quoi, qu'il y a vraiment une réflexion qui va bien au-delà pour mettre les élèves dans les meilleures dispositions possibles pour qu'ils réussissent. Et je trouve que c'est intéressant qu'on puisse utiliser aussi les cahiers pour des élèves qui sont par exemple en Ulysse. Je sais que sur les réseaux sociaux, on a quelqu'un qui a réagi là-dessus. Donc c'est bien de le dire aussi que ça peut voilà, servir pour différents cas de figure d'élèves à besoins particuliers et pas uniquement les SECPA. Et j'irais même jusqu'à dire que dans notre collège, on a donc la partie collège général et on a certains professeurs qui utilisent nos cahiers pour des élèves qui ont été orientés en section générale et qui sont en difficulté. Parce que Mm. voilà, les exercices étant adaptés, ça permet à des élèves même du général de, de pouvoir progresser. Ouais, tout à fait. Bah, quand je vois l'exemple dont vous parliez tout à l'heure sur l'abstraction et Pythagore, je pense que ça, typiquement, ça pourra servir à énormément d'élèves bien au-delà de votre domaine, parce que finalement, l'abstraction en géométrie, c'est une difficulté pour plein d'élèves. Donc, c'est vraiment une super trouvaille et la mise en forme, elle est, je trouve, très intéressante, qu'on voit que vous l'avez pensé intellectuellement, mais aussi l'objet. Vous avez parlé de la police, de la maquette, etc. Donc c'est vraiment une approche complète. C'est ça. Merci. Merci beaucoup. Si vous n'avez pas d'autres questions ou remarques, je pense qu'on va pouvoir conclure ce webinaire. Edith, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter? Non, c'est parfait. Merci beaucoup, c'était très clair. Super, eh bien, merci beaucoup à vous, Agathe et Audrey, pour cette présentation qui était très fluide et très explicite, comme on l'a dit. C'est facile de vous suivre et très stimulant. Euh, oui, Hélène, vous pourrez les retrouver. Je pense que faudra passer commande, mais éventuellement, on pourra vous mettre un petit peu plus d'informations dans le mail de replay pour savoir comment se procurer les ouvrages, les cahiers en l'occurrence. Et peut-être aussi, si les collègues ont des questions, on va dire, un peu plus urgentes, ils peuvent nous contacter sur nos réseaux sociaux dédiés au C'est livre. vrai, tout à fait. Je vais vous mettre. Vous pouvez aller si vous avez Instagram. euh, je vais partager tout de suite le nom du compte. C'est Manuel Secpa. On est assez réactif sur les réseaux sociaux. On met aussi pas mal de. On monte l'intérieur du livre. On essaye voilà, de rendre concret pour les collègues qui l'ont pas forcément toujours dans les mains, voilà, la découverte du livre. Ouais, c'est très gentil de votre part voilà, d'être disponible pour répondre aux questions sur les réseaux sociaux. Donc voilà, vous pouvez contacter Audrey ou Agathe par ce biais. Et puis sinon, n'hésitez pas à utiliser l'email qu'on vous enverra, les réseaux sociaux Belin Éducation, bien sûr, Instagram, Facebook, LinkedIn, X. On est tout à fait disponible pour vous répondre si vous avez des questions. Je vous remercie encore pour cette présentation et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.